20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec moi sur ce plateau, Léa Soukene Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Agan, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Et c'est parti pour les titres de cette édition. À la une ce soir, meurtre au quartier Mboul de Ouakam. Un vieil homme de 64 ans poignardé par un jeune au cours d'une bagarre. À l'origine du drame, une affaire d'argent. Le bourreau de la victime est en garde à vue à la gendarmerie de la localité après être passé aux aveux. Encore un bras de fer entre syndicats d'enseignants et autorités de tutelle pour cause la ponction opérée sur le salaire des enseignants. Le directeur de la solde rectifie et parle plutôt de remboursement des indus de paie correspondant au nombre de jours non enseignés. Toujours dans le chapitre de l'éducation, les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, après 2 mois de grève, ont décidé de lever leur mot d'ordre. Au même moment, les étudiants en master de la FASTEF décrètent 48 heures de grève. Ils revendiquent le paiement de leur bourse. Passage de l'analogique au numérique, les télévisions Walfadjri et TFM se disent prêtes, mais pour les techniciens, passer au numérique le 17 juin semble impossible. Le dossier politique du jour s'intéresse au débat sur le cumul des mandats, un fait considéré comme source de blocage des institutions, surtout celles dites locales. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Et ce drame pour ouvrir ce journal, ça s'est passé au quartier Mboul de Ouakam. Un vieil homme de 64 ans reçoit 3 coups de couteau. Et c'est un jeune homme, Ibrahima, du nom de Yankhoba Sané, qui aurait frappé la victime. Il est passé aux aveux après son arrestation. Il est actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Ouakam en attendant d'être déféré au parquet. Mambiram Diouf et Mardian. À l'origine de ce problème est l'affaire de Sou. C'est de là que tout est parti, a dit aux enquêteurs le jeune Yankhoba Sané, la trentaine, qui a quitté son quartier de Sikambao pour se rendre à Ouakam, trouver le vieux Prera Foutado. Le Cap-Verdien, qui vit depuis des années au quartier Mboul de Ouakam, lui devait de l'argent, d'après toujours le jeune Sané. Mais la manière utilisée pour entrer dans ses fonds a été de trop. S'en est suivi donc une bagarre entre les 2 hommes dans une maison où la ménagère de l'homme d'affaires vaquait à ses occupations. Mortellement poignardé, 3 coups de couteau suffiront à son bourreau avant qu'il ne prenne la poudre d'escampette. Mais c'est sans compter avec les cris de la jeune ménagère qui alerta le voisinage. Un film digne d'Hollywood, tout un récit. On l'a attrapé après qu'il a pris la fuite, mais on voulait le remettre aux gendarmes. Il tenait l'arme du crime, un couteau. De sources concordantes, la victime était déjà dans une mare de sang et avait succombé à ses blessures au moment où les gendarmes et les sapeurs-pompiers effectuaient une descente sur les lieux. Tout est allé vite, très vite même. N'eût été l'assistance de cet homme, le pire allait se passer puisque tabassé par une foule en furie, le jeune Yankhoba Sané s'en est sorti avec des blessures. Les gens couraient dans tous les sens. On me l'a amené et je l'ai pris sous ma protection dans mon atelier. Il m'a confié qu'il n'était pas un voleur. En garde à vue à la gendarmerie de Ouakam, Yankhoba Sané attend d'être déféré au parquet. Lui qui a avoué avoir commis ce crime, le corps sans vie du Cap-Verdien, Prera Foutado, se trouve à la morgue de l'hôpital d'Antec, père de 8 enfants. Sa famille est attendue à Dakar et l'autopsie donnera plus de détails dans l'enquête ouverte. Éducation, le torchon brûle de nouveau entre syndicats d'enseignants et autorités de tutelle. À l'origine, la ponction opérée sur le salaire des enseignants. Le directeur de la solde rectifie pour Bayalian. Il ne s'agit pas de ponction, mais plutôt de remboursement des indus de paie correspondant au nombre de jours non enseignés. Un nouveau bras de fer donc et un coup dur de plus pour l'année scolaire. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso et Adama Gueye. Le grand cadre des syndicats d'enseignants persiste et signe. Il y a bel et bien eu ponction sur les salaires du mois de mai, des prélèvements qui varient de 80 000 francs à 150 000 francs CFA. Cela est effectif. Et nous avons même vérifié ce matin au niveau de la direction de la solde que beaucoup d'enseignants, qui étaient d'ailleurs
concernés par les ponctions à la fin du mois d'avril verront également leur salaire ponctionné à la fin de ce mois. Je confirme l'existence des ponctions au niveau des finances. Le directeur de la solde a dit à travers la presse que c'est une question technique, que c'est des reliquats, que la machine a été programmée, paramétrée dans ce sens. Les syndicalistes accusent la direction de la solde, apporte des précisions. Il s'agit en fait de remboursement des indus de paie correspondant au nombre de jours non ouvrés. Or, il s'est trouvé qu'au mois d'avril 2015, il y a des enseignants qui sont restés pendant plusieurs jours sans avoir travaillé. Et ces jours-là, donc, peuvent même atteindre souvent 27 jours, n'est-ce pas, non ouvrés. Ce qui correspond à des montants indûment perçus relativement élevés. Mamadou Lamine Dianté et Abdou Fati menacent de perturber les examens de fin d'année si rien n'est fait. Ce sont les hommes qui ont mis sur place la machine. Les hommes peuvent désactiver la machine. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est au-delà de la démotivation, nous allons tous nous mettre en ordre de bataille pour que, effectivement, pour le reste de l'année, les difficultés vont s'installer. Nous, au niveau du grand cadre, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers un autre plan d'action à partir de la semaine prochaine, pouvant aller de la rétention des notes à des grèves de cours et à des débrayages et à éventuellement le boycott des examens de fin d'année. Une situation qui accroît la crainte des parents d'élèves et des élèves sur la tenue des examens de fin d'année. Les étudiants en master de la FASTEF en grève pour 48 heures. Ces derniers n'ont toujours pas reçu leur bourse. Ils exigent, Léa, le paiement de leur dû dans les plus brefs délais, faute de quoi ils entendent saboter le concours de probatoire prévu samedi et dimanche. Babacar Diop porte leur parole. Nous l'écoutons. Il est au micro de Fatima Ba. Depuis 8 mois, on est là à la FASTEF sans bourse, ce qui est paradoxal et ce qui est antilogique, parce que simplement, c'est l'État sénégalais qui a pris l'engagement de payer tout étudiant qui est à la FASTEF sa bourse. Et en ce moment, jusqu'à là, on attend. On a exploité la méthode diplômante via l'amicale, qui est censée représenter les étudiants, mais en ce moment, on doute de cette posture de représentativité. Est-ce qu'ils l'ont fait? On ne le pense plus, parce que normalement c'est eux qui devaient être au devant de ce combat-là. Depuis hier, il n'y a pas de coup, parce qu'hier on avait décrété 24 heures renouvelables, ce qui est d'ailleurs fait, parce qu'aujourd'hui aussi on a décrété encore 48 heures renouvelables. Et nous pensons que le vendredi ce sera le pire. Et aussi une chose, il y a un concours qui aura lieu le samedi et le dimanche. Nous sommes prêts, si les autorités ne réagissent pas à saboter le concours de probatoire, de CREI et de NEI. Et puis à Ziguinchor, les étudiants de l'université Hassan Sek ont déclaré ce mercredi lever leur mot d'ordre de grève illimité. Ils comptent organiser une assemblée générale samedi pour déterminer la suite du mouvement. Selon Ousmane Ba, l'un des délégués des étudiants, une information relayée par l'APS. Ils étaient en grève depuis mars dernier. Dimanche, les délégués des étudiants ont eu un entretien avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Marie-Théo Niane, qui a pris des engagements fermes en vue de la satisfaction des doléances des étudiants. Selon Ousmane Ba, les étudiants réclamaient l'autonomie des œuvres sociales de l'université Hassan Sek, la finition des travaux en cours dans leur établissement, des bourses, de meilleures conditions de restauration et d'accès à Internet. Cet établissement d'enseignement supérieur va organiser une seule session d'examen cette année, ce qu'il reste de l'année académique ne permettant pas la tenue de 2 sessions, selon son recteur Kourfia Keba Diawara, une information qui nous vient de nos confrères de l'APS. Et puis nous restons dans le domaine de l'éducation. L'UNESCO, en partenariat avec la société civile, a organisé ce mercredi un atelier sur l'amélioration de la synergie entre l'alphabétisation et l'éducation non formelle des jeunes. Et la rencontre se veut une tribune d'échange en vue d'impliquer les jeunes et les adultes dans l'enseignement, mais aussi la formation technique, et ce, à tous les niveaux. Salimata Oussek, Modi Diop. Cet atelier de formation des jeunes à travers l'utilisation des TIC dans les pays du Sahel vise à réfléchir aux possibilités de créer davantage de synergie entre l'alphabétisation, l'éducation non formelle, l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Déjà, c'est très bienvenu parce que ça rentre dans les réflexions sur l'agenda sur l'éducation pour tous. Vous savez qu'on est en 2015 et 2015 c'est une année très charnière puisqu'on vient de finir toute la communauté internationale avec les pays, le dernier
dernier agenda sur l'éducation pour tous. Le fondateur de l'Institut Al-Azhar a salué l'initiative et compte s'investir pour une réussite totale. Sur cet établissement, c'est pour seulement essayer d'améliorer et développer notre éducation, non seulement pour l'islam seulement, mais puis pour notre jeunesse. C'est pour cela qu'on est là pour assister l'atelier. Selon le secrétariat d'État à l'alphabétisation et à la promotion des langues nationales, tous les leviers seront maniés pour la promotion des deux secteurs. Nous avons déjà des expériences qui existent. Il va falloir qu'on les analyse, qu'on les modélise. Et l'étude que Serigne Mamour Diarra va présenter tout à l'heure va donner d'autres orientations qui permettent d'articuler aujourd'hui l'alphabétisation et l'enseignement technique aux politiques de développement et aux autres secteurs aussi de développement, tel que cela a été défini dans le plan Sénégal émergent. Cet atelier va s'étendre sur 3 jours. L'UNESCO s'est lancé un défi lié plus globalement à l'insertion sociale et économique des jeunes dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Parlons à présent de la télévision numérique terrestre. Le compte à rebours est lancé pour le passage de l'analogique au numérique. L'heure est au dernier préparatif à Walfadjri et à la télévision Futur Média. Les signaux sont donnés. Techniquement, les 2 chaînes sont prêtes. Mais du côté des techniciens, basculer dans le numérique le 17 juin relève de l'impossible. C'est un reportage signé Fatidien et Modou Diop. Walfadjri et TFM, 2 télévisions presque fin prêtes pour passer au numérique. Les responsables veulent réussir la transition haut la main. Ainsi, rien n'a été négligé. La TFM déjà a un dispositif multi-options. Techniquement, je veux dire, ce qui est important pour une chaîne de télévision, c'est juste de préciser la source par laquelle l'opérateur de multiplexage, Escaf, vient prendre le signal de la TFM. Pour nous, en tant que télévision, on est prêt pour aller vers cette transition-là. Il s'agissait juste d'amener notre signal vers la tête de réseau. C'est quelque chose qui est déjà fait depuis. L'ère du numérique s'ouvre au Sénégal. Nouvelle époque, nouveau mode de fonctionnement. Tout de même, des lenteurs sont notées. Comment en 3 semaines, on peut distribuer 850 000 à 1 million de décodeurs dans toute l'étendue du pays? C'est impossible. Le réalisme voudrait qu'on juste dise officiellement que le 17 juin, le Sénégal va commencer à basculer, mais le Sénégal ne va pas basculer au numérique. Ils n'ont pas encore terminé les travaux. Je ne pense pas qu'on termine toute l'infrastructure d'ici le 17 juin. La non-implication des techniciens déplorée, le manque de communication aussi. On craint un retard dans le démarrage. Il n'y a pas un technicien, presque, à part une petite minorité dans les chaînes de télévision qui est au courant aujourd'hui, au moment où on parle, les conditions dans lesquelles le basculement sera fait. Les gens qui reçoivent la télé chez eux n'ont pas été informés. Il n'y a pas une campagne de communication et je crois que ça c'est une erreur de l'État ou je ne sais pas. Le 17 juin prochain, la date retenue pour le passage de l'analogique au numérique du côté de Walf et de la TFM, on rassure. Et l'actualité de ce mercredi, c'est également le lancement ce matin du CISDAC, le 7e salon de la santé et du matériel médical. Ibrahima, environ 200 participants sont attendus. Un grand rendez-vous avec en toile de fond santé, dividendes démographiques et émergence économique. L'invité d'honneur de cette édition n'est autre que la Côte d'Ivoire, un choix qui devrait permettre de booster les innovations technologiques. Pour plus de détails, nous écoutons Cheikh Ndiaye, directeur général du CICES au micro de Maïmouna Ndiaye. C'est un salon professionnalisé à la responsabilité, à la charge donc du CICES. Et nous en sommes à la 7e édition. Mais aussi, il y a la première édition du Forum international du salon et équipement médical. Et donc ça, c'est une particularité de cette année. Et nous voulons faire de cette édition une édition réussie. Pour le moment, nous avons 80 inscrits sur une perspective de 200. Alors, mais déjà 80, qui sont bien professionnels, c'est déjà quelque chose de très appréciable. Et puis pour ce CISDAC, Léa, de nombreux avantages sont attendus dans la formation du personnel de santé. En ce qui concerne le relèvement du plateau technique sénégalais, les professionnels du secteur comptent échanger avec les autres pays, nous disent Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Santé et du matériel médical, le Forum international sur les innovations en santé et développement de Dakar
2 événements de portée internationale, de nouvelles expériences pour le développement du système sanitaire sénégalais. En matière d'équipement, le Sénégal attend beaucoup de choses des autres pays, les échanges et les complémentarités, mais aussi ce que nous attendons d'autres pays plus développés, c'est peut-être tirer profit de leur expérience en matière d'équipement. Des innovations majeures, secteur public et privé sénégalais y gagnent sur tous les plans. Nous considérons que non seulement nous, professionnels en exercice, cela va nous servir, mais nos étudiants aussi qui sont invités à venir assister au forum pour pouvoir apprendre des expositions, des présentations, des résultats de la recherche et des démonstrations sur les meilleures pratiques de nos professionnels qui seront là, viendront des districts, des régions médicales et des hôpitaux. Avantage dans l'acquisition du matériel, partage de l'information, des défis à relever par le pays invité, la Côte d'Ivoire. Beaucoup ont appris dans leur cours théorique un matériel qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais touché. Le forum leur offre l'expérience, l'opportunité de pouvoir toucher ce matériel, de voir des démonstrations de ce matériel. Le 7e salon de la santé et du matériel médical se tiendra du 22 au 25 juillet 2015. Les organisateurs comptent relever les défis de l'édition précédente, ceci pour renforcer la politique de santé du Sénégal. Politique à présent dans cette édition et nous parlons de la candidature du Parti socialiste à la prochaine présidentielle. La question alimente les débats au sein de la formation socialiste. Exactement, Ibrahima, avec des réactions qui fusent de part et d'autre. Alors, sont-elles le signe d'une démocratie interne ou d'un manque de discipline au sein d'un parti pourtant connu pour son organisation? Élément de réponse avec Kodenjai et Aïssa Toudia. Le Parti socialiste multiplie les sorties soit pour critiquer le régime du président Sall, soit pour se prononcer sur son éventuelle candidature. Des voix s'élèvent de part et d'autre, en plus de celle du porte-parole. Est-ce une démocratie interne ou un manque de discipline de parti? Nous, à l'époque, nous avions donné notre avis sur l'analyse de la défaite cinglante de Ousmane Tanor Dieng et ça nous a valu notre exclusion. Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, nous avions été prévisibles. La démocratie est inscrite dans l'ADN de notre parti. Souvenez-vous que notre ancêtre, d'où nous sommes tous sortis, d'où nous sommes tous issus, s'appelait le Bloc démocratique sénégalais. Pourtant, cette formation politique était réputée être un parti de méthode et d'organisation où toutes les questions étaient débattues en bureau politique. Il y avait des postes de PCA, de direction générale, de députés, donc tout le monde faisait profil bas. Une fois que le partage du gâteau a été effectué, je pense que l'avenir peut être plus intéressant. Bon, on retourne sa veste et au nom de la démocratie, on critique le secrétaire général. Il ne peut plus rien vous apporter. Le secrétaire général de la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme prend son contre-pied. Il défend qu'aucun militant n'a été exclu pour avoir donné son opinion sur un sujet. Vous n'avez jamais vu quelqu'un exclu sur la base, sur le fait simplement sur le fait simplement d'avoir exprimé une omission. Non, 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 non. Au niveau du PS, l'expression libre des opinions est encouragée. Le PS, jadis connu pour son organisation, ses sorties multiples risquent de saper la cohésion et le fonctionnement du parti. Et suite à ces récentes sorties de membres du Parti socialiste, la question suivante mérite d'être posée. Ibrahima, le Parti socialiste va-t-il quitter Benno Bokk Yakaar? Aux yeux de certains, la rupture est inévitable entre ces deux alliés, à l'image du journaliste Mortala Gueye qui parle d'un jeu de dupes entre le Parti socialiste et l'APR. D'autres parlent plutôt de stratégie politique. Dissa Prera et Adama Gueye. Ce n'est plus le grand amour entre le Parti socialiste et son principal allié, l'APR. De plus en plus de voix s'élèvent chez les socialistes pour jeter une pierre dans le camp apériste, une façon de mettre la pression sur Ousmane Tanor Dieng pour certains analystes. D'autres, eux, estiment que le Parti socialiste dissimule une stratégie politique. Qu'on assiste à un jeu de dupes entre le Parti socialiste et, disons, l'APR. Je pense que les gens ne veulent pas endosser la responsabilité historique, disons, de cette rupture qui se profile à l'horizon. Il y a maintenant des sortes de pressions, des déclarations intempestives qu'on entend par-ci par-là pour essayer de mettre la pression sur le responsable du Parti socialiste, en l'occurrence Ousmane Tanor Dieng, qui ne s'est pas encore montré virulent comme ses camarades de parti le sont. Entre le Parti socialiste et son allié l'APR,
ils sont en train de jouer un jeu qui fait sourire. Celui qu'on n'entend pas au Parti socialiste, c'est tout simplement Ousmane Tanor Dieng. Mais au-delà, en dehors de Ousmane Tanor Dieng, presque toutes les autres voix sont en train de se prononcer sur la candidature du Parti socialiste à la prochaine présidentielle. Alors, à ce jeu-là, le Parti socialiste cache bien son jeu. Hein, c'est-à-dire, tous les autres peuvent parler, à l'exception d'Ousmane Tanor Dieng, qui notamment est donc le maître. Le jour où il va parler, forcément sera donc le divorce entre l'APR et le Parti socialiste. Fort de ces députés qui peuvent constituer un groupe parlementaire et du nombre de maires d'arrondissement qu'il dispose, le Parti socialiste pourrait déstabiliser Benno Bokk Yakaar à l'hémicycle, une logique qui peut payer si et seulement si le divorce est consommé entre PS et Benno Bokk Yakaar. Le Parti socialiste, fort un peu de ses députés, c'est pas une logique qui peut aujourd'hui peser sur la balance. Ce qui peut peser sur la balance, c'est faire en sorte que on va vers une élection, on décide d'un candidat, on désigne un candidat pour tenir tête au candidat adverse. Si jamais la rupture intervient avant 2017, c'est-à-dire si jamais le PS, ou bien en tout cas s'il y a divorce entre le PS et l'APR, c'est sûr qu'au niveau de l'Assemblée nationale, cela va se répercuter au sein de la majorité à l'Assemblée nationale, parce que le Parti socialiste forcément donc va créer son groupe parlementaire. Ils ont assez de députés pour le faire, parce qu'il faut juste 11 députés pour avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste a plus de 11 députés à l'Assemblée nationale, donc peut créer son propre groupe parlementaire. S'achemine-t-on vers le clash entre socialistes et apéristes? Au fur et à mesure que les présidentielles approchent, les masques tombent. 10 après ouf de soulagement pour l'hôpital Silence de Ziguinchor suite à un incendie d'une rare violence. Une boutique située dans l'enceinte de l'établissement est partie en fumée, détruisant complètement une grande quantité de marchandises. N'est-ce pas, Boubacar Diassi? C'est cette boutique en tôle de zinc, située dans l'hôpital Silence, à quelques mètres du pavillon dentaire et surtout du générateur électrique qui a pris feu. Les sapeurs-pompiers sont à l'œuvre. L'incident n'a pas échappé aux témoins oculaires. Ce sont des magasins en fer. Bon, évidemment, ça a pris certainement toutes les autres parties du magasin et contaminés par le courant. Bon, malheureusement, le boutique a tout perdu. Le propriétaire de la boutique est dépassé par la tournure des choses. Moi, j'étais allé à un baptême et on m'a appelé pour me dire que ma boutique avait pris feu. Les marchandises que j'ai perdues peuvent coûter jusqu'à 7 millions, alors que l'argent liquide était de 2 millions de francs CFA. 2 millions. Cet incendie qui a perturbé la circulation pendant plusieurs minutes a nécessité une intervention d'urgence de la Sénélec sur les lieux. Il y a finalement plus de peur que de mal, puisqu'ils ont réussi à se sauver dès le début. L'hivernage pointe à l'horizon et météo oblige, les exploitants artisanaux de sel de la région de Fatick seront en congé, et ce, à partir des premières pluies. Leur seul souhait aujourd'hui, produire en quantité suffisante avant que le ciel n'ouvre ses vannes, ce pour continuer d'approvisionner les 29 marchés hebdomadaires de la région. À Fatick, le reportage de Cheikh Tidiane Dione et Demandao. De petites digues et de bassins aménagés le long du bras de mer de Fatick, objectif extraire le sel. Une semaine à 10 jours. Nous creusons des puits qui permettent de concentrer la salinisation dans ce bassin où le sel se dépose au fur et à mesure de l'exploitation. Comme le sel et l'eau ne font pas bon ménage, ces exploitants sont en train de maximiser le volume de leur production hebdomadaire. Ils veulent stocker une importante quantité de sel avant que le ciel n'ouvre ses vannes. Outre la consommation et l'approvisionnement des 25 marchés hebdomadaires des 4 départements de la région, plusieurs tonnes de sel sont exportées dans la sous-région. Souvent, 10 000 francs, 15 000 francs, 18 000 francs. Souvent, nous vendons la tonne à 10 000, 15 000, voire 18 000. Il m'arrive aussi d'avoir des clients maliens. L'exploitation artisanale du sel, un travail qui permet aux producteurs et autres personnes qui s'activent de subvenir à leurs besoins.
À présent, le métier d'éboueur et les difficultés qui entravent le secteur, l'implantation de réseaux d'assainissement dans certaines zones décriées par les chauffeurs des camions de vidange Léa. À cela s'ajoute, Ibrahima, les difficiles conditions de travail des éboueurs. Suivons ce reportage de Kodien Ndiaye et de Younous Diata. Des camions immobiles synonymes d'une activité au ralenti. Nous sommes ici en plein jour dans un garage de camions de vidange de fosses septiques, une situation qui témoigne du recul du métier de videur. On peut rester toute la journée sans travailler, mais malheureusement, certains patrons n'y croient pas. Ceux qui gagnent, ce sont les propriétaires de véhicules. On peut gagner 100 000 francs en une journée, mais également on peut rester une semaine sans travailler. Le réseau d'assainissement, principale raison de ce recul selon ces chauffeurs. Le travail ne marche plus comme avant à cause du réseau d'assainissement. Ce qu'ils nous demandent, nous, on l'a pas vraiment. On met beaucoup d'argent pour avoir une visite technique, mais au finish, on n'a rien. Nous faisons le même travail que les techniciens de surface, mais les policiers nous mènent la vie dure. Autre difficulté évoquée par ces chauffeurs, les risques de maladie pour certains d'entre eux. Il y a des chauffeurs qui sont protégés par le patron, mais d'autres par contre ne se soucient que de leur argent. Beaucoup de patrons pensent qu'à leur versement et non à la santé de leurs chauffeurs. Par contre, il y a de bons patrons. Très sollicités dans le passé, ces camions vidangeurs ont vu leurs prestations diminuer, ce qui réduit considérablement leur chiffre d'affaires. La page des sports que nous ouvrons avec la publication de la liste des 23 joueurs de football qui feront face au Burundi. Aliou Cissé mise sur un groupe performant en écartant les trentenaires. Salif Diallo et Malal Junior Diagne, deux journalistes sportifs, dénoncent la démarche de l'entraîneur consistant à publier sa liste sur son compte Facebook au lieu de le faire lors d'un point de presse. C'est un reportage signé Fatima Taba et Adam Agaï. La liste des 23 joueurs sur le site de la Fédération sénégalaise de football, un commentaire sur sa page Facebook. Ainsi, Aliou Cissé en a décidé pour la publication de la liste des joueurs qui feront face au Burundi, une stratégie de communication diversement appréciée. Tout le monde peut pirater le compte de tout le monde. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est Aliou Cissé qui a cette page Facebook. Même si c'est sa page officielle, je ne suis pas sûr que c'est lui. Donc moi, j'ai préféré le petit mot qu'il a mis là-bas, j'ai essayé de ne pas le prendre parce que c'est quelque chose de sérieux. Dans toutes les sélections nationales, quand les gens publient une liste, ils viennent commenter ça auprès de la presse. Tout le monde est sur Facebook maintenant. Dans les coins les plus reculés du pays, les gens se connaissent sur Facebook, a fortiori les hommes de presse qui sont tout le temps sur Facebook. Et Aliou Cissé, pour qui le connaît, est un homme très réactif sur la toile. Cette liste est marquée par l'absence de certains cadres de l'équipe tels que Moussa Sow, Damdo et Papis Demba Cissé. Pour ces observateurs, le sélectionneur national est en train de mettre en place un groupe performant. Je pense qu'Aliou est dans sa logique de construire une équipe capable de représenter le Sénégal pour ces 10 prochaines années. Il a misé sur la jeunesse, il a entre guillemets sorti les trentenaires de la tanière pour ramener de jeunes joueurs qui ont entre 19 et 25 ans, des joueurs qui n'ont jamais rien prouvé sur le plan national ni international et qui ont besoin de s'affirmer. Tout le monde sait que l'équipe nationale du Sénégal, son véritable problème c'est au niveau du poste de gardien de but, du poste d'arrière droit et du poste d'attaquant excentré. Donc s'il a appelé un Amarababi, c'est parce que le Sénégal est faible sur les côtés. Poste de gardien de but, bon, Koundoul était là, il a essayé de changer. Au poste d'arrière droit, c'est pourquoi il a appelé un Victor Mignard. Donc il essaie de marquer son territoire. Écarter les trentenaires et convoquer des jeunes de 19 à 25 ans, la liste d'Aliou Cissé alimente les débats. Le match Sénégal-Burundi nous édifiera sur le choix du sélectionneur national.
Et l'actualité sportive de ce mercredi, c'est surtout l'arrestation de plusieurs hauts responsables de la FIFA. Ils sont au nombre de 7. Ils ont donc été arrêtés ce mercredi matin par la police suisse, rapporte le New York Times, qui ajoute que la justice américaine réclame leur extradition pour des faits présumés de corruption. La FIFA tient en cette fin de semaine son congrès annuel où le président Sepp Blatter, à la tête de la FIFA depuis 1998, briguera son 5e mandat. Ibrahima. À présent, le dossier politique du jour, il s'intéresse au débat sur le cumul des mandats. La question refait surface au Sénégal. Opposition et pouvoir sont tous deux pour la suppression du cumul des mandats, source de blocage des institutions, surtout locales. Selon certains, c'est le dossier du jour. Il est signé Adi Atala et Mardia. Il n'est pas de coutume de voir le pouvoir et l'opposition s'accorder sur les sujets. Sur le cumul des mandats, au moins, ils émettent sur la même longueur d'onde. Ils sont tous pour la suppression des cumuls. C'est inacceptable qu'un homme politique puisse occuper une fonction d'abord en tant que serviteur de l'État, je veux dire fonctionnaire, directeur de société, directeur national, député, ministre, et ensuite occuper des fonctions dans les collectivités locales. Ce n'est pas cohérent. Pour les ministres maires, cela se comprend un peu. Mais dans tous les cas, les cumuls, il faudra les éviter au maximum. Parce qu'il y a assez de compétences dans ce pays. Il y a des postes électifs. Hein, par exemple, être député, être maire. Là, c'est un autre problème. Hein. C'est un cumul, mais un cumul qui se justifie. Parce que c'est des postes électifs. Le Sénégalais lambda également pense que le chef de l'État doit pouvoir corriger cette anomalie. Je ne suis pas d'accord pour le cumul de postes. Cela retarde le travail. Je préfère un travail partagé par plusieurs personnes. C'est plus correct. Pour le cas du commerce, tu peux te permettre de cumuler des fonctions parce que c'est de la vente de produits. Mais on ne peut pas être au four et au moulin. Je pense que l'État doit prendre des mesures, des mesures très rapidement pour quand même interdire le cumul des mandats, surtout lorsqu'il s'agit d'un ministre qui est maire ou bien d'un grand DG de société nationale qui n'a même pas le temps pour sa société. Donc il ne peut pas s'occuper, sinon il délègue. Et en général, quand on délègue, il ne délègue pas entièrement. Les signatures se feront à Dakar et en retard. De l'avis du directeur du quotidien Direct Info, la solution est simple, mais dépend de la volonté des pouvoirs exécutifs et législatifs. C'est un problème facile à régler, d'autant plus que même le président Macky Sall avait un projet de loi, concernant ce problème-là. Donc, non, vous savez, les politiques, quand ils veulent, c'est rapide. Mais quand ils ne veulent pas, c'est pas rapide, c'est lent. D'Abdou Diouf à Macky Sall, en passant par Abdoulaye Wade, le cumul des mandats a toujours existé. Aucun des régimes n'a voulu le supprimer pour des raisons purement politiques. Le dossier du jour met un terme à cette présente édition. Merci Léa Soukaine-Ndiaye. Merci à toi Ibrahima Kane, à demain. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de Permanence, c'est avec Chérif. Merci Ibrahima, merci beaucoup Léa Soukaine-Ndiaye. On vous retrouve demain avec le même plaisir. Même plaisir. Dans un instant, l'invité du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Restez sur TFM. À tout à l'heure.